Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un quartier qui est vraiment le berceau de l'histoire moderne de Taipei, le district de Datong. Bonjour. Pour nous guider, on a un rapport passionnant, la dimension historique du nord de la ville de Taipei, et l'idée c'est de décortiquer ce lieu à travers 5 grandes histoires. Oui, 5 récits qui s'entrecroisent et qui montrent comment le passé façonne encore le présent. On va parler de géographie, d'un incroyable empire du thé, de religion, Mais aussi des figures oubliées de cette histoire et d'architecture. C'est un programme assez riche. et pour commencer, il faut bien comprendre que Datong, c'est la fusion de 2 anciens quartiers, c'est ça? Exactement. D'un côté, il y a Dadaochen, qui était le grand centre commercial, un peu le Wall Street de l'époque. Ah oui. Et de l'autre, Dalongdong, qui était le cœur spirituel et culturel. Et c'est de cette rencontre, de cette tension entre le matériel et le spirituel qu'est née une bonne partie de la modernité taïwanaise. Parfait. Alors, commençons par le début, par la géographie, parce que l'histoire du quartier démarre avec un nom qui, franchement, ne fait pas rêver. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. On parle du port de l'appendice, Mongchang Gangzai, en langue locale. Ça sonne comme un endroit sans intérêt, un cul-de-sac. Et au début, c'était un peu ça. Il faut s'imaginer une petite voie d'eau, sans grande importance, là où un affluent rejoignait la rivière Tamsui. Le vrai centre, il était ailleurs. Oui, le port principal, le cœur économique, c'était son voisin, Monga. Mais la géographie, parfois, elle est un peu capricieuse. C'est-à-dire, Eh bien, le port de Manga a commencé à s'envaser. Un problème tout bête, physique, mais avec des conséquences économiques désastreuses. le trafic s'arrête. Le trafic est paralysé. Et c'est là que ce petit port de l'appendice a eu sa chance. C'est donc un simple accident géographique qui a tout changé. Un accident, oui, mais aidé par un sacré coup de pouce politique. Ah. En 1887, le gouverneur de l'époque, Liu Mingxuan, un grand modernisateur, a pris une décision absolument capitale. Laquelle? Il a désigné officiellement Dadaosheng comme la zone de résidence et de commerce pour les marchands étrangers. Et là, d'un coup, tout a basculé. Tous les capitaux, toute l'attention se sont tournés vers cet endroit. Exactement. L'appendice est devenu le cœur. C'est un retournement de situation incroyable. Ce port secondaire a non seulement pris le relais, mais il a fini par écraser son ancien rival, Monga. Ça montre bien à quel point une seule décision peut redéfinir le destin d'un lieu. Tout à fait, et ce qui est fascinant, c'est que cette transformation continue. Si on va sur le quai de Dadaocheng aujourd'hui, on ne voit plus de navires de commerce. Non, c'est vrai, l'ambiance n'a plus rien à voir. C'est le parc riverain des Yanping. C'est un grand espace vert, une piste cyclable. On est passé du commerce au loisir. Et cette reconversion, elle crée une scène assez unique, je trouve. Comment ça? On peut pédaler le long de la rivière, là où passaient les anciens bateaux de thé, et en même temps, juste au-dessus, on voit les avions de l'aéroport de Songshan qui décollent. Ah oui, c'est vrai. On a 3 époques du transport qui se superposent en un seul regard. Le passé fluvial, le présent aérien et la mobilité douce du quotidien. C'est assez poétique. Cette prospérité, elle reposait presque entièrement sur un seul produit, le thé. On parle d'une véritable ruée vers l'or vert. Absolument. À son apogée, il y avait plus de 200 maisons de thé à Dadaocheng. C'était colossal. Et le rapport met en avant une figure emblématique de cette période, Shen Tianlai. Le fondateur de la Jinji Tihang, et comme tout bon magnat de l'époque, il a voulu marquer le coup, graver sa réussite dans la pierre. Et il n'y est pas allé de main morte. Sa résidence, construite dans les années 20, c'est un monument. C'est un palais, oui. Un bâtiment de 3 étages de style néo-baroque, c'est spectaculaire. Des colonnes doriques, corinthiennes, un portique immense. C'est fait pour impressionner. Et c'était aussi une machine à faire des affaires. Le rez-de-chaussée, c'était pour le commerce pur. Oui, Le premier étage, pour recevoir les clients importants, faire les dégustations, et le deuxième étage, c'était sa résidence privée. c'est une démonstration de richesse assez évidente. Mais au-delà de l'argent, est-ce qu'il n'y avait pas un message plus stratégique dans le choix d'un style aussi occidental vis-à-vis de Chine? C'est une excellente question. On pourrait penser que c'était juste pour dire « je suis aussi riche que vous » à ses partenaires occidentaux. C'est la première lecture, oui. Mais je pense que c'est plus subtil. En adoptant ce langage architectural avec une telle perfection, le message c'était plutôt « nous, les capitalistes taïwanais, nous sommes vos égaux sur la scène mondiale. On maîtrise vos codes ». D'accord. C'est une affirmation de confiance, une façon de dire « je ne suis pas juste un fournisseur exotique, je suis un partenaire d'affaires ». Et ce pouvoir, il ne s'est pas arrêté à l'économie. C'est ça qui est intéressant. Non, pas du tout. Shen Tianlai a massivement réinvesti ses profits dans la sphère culturelle.
Il a financé des écoles, mais surtout, il a construit 2 des plus grands théâtres de Taipei en 1935. Le Yonglotsa et le First Theater. Et là, on voit se dessiner une véritable stratégie de contrôle. C'est-à-dire, En possédant les lieux de commerce, mais aussi les lieux de divertissement, les restaurants, la vie sociale. Ces magnats du thé, ils ne vendaient pas que du thé. il vendait un mode de vie. Exactement. Ils façonnaient les goûts, la culture de l'élite. C'était une double domination, économique et culturelle. Un héritage qu'on peut encore voir aujourd'hui. Sa résidence est en cours de restauration et pour ceux qui veulent une immersion plus directe, il y a la Singfang Tune Tea House. Oui, une autre maison de thé de l'époque qui a été transformée en un musée très, très vivant. On a donc cette explosion économique, culturelle à Dadaocheng. Mais le rapport nous rappelle que juste à côté, à Dalongdong, le pouvoir s'exprimait d'une manière très différente. Oui, beaucoup plus spirituel. Le cœur de ce quartier, c'est le temple Baoan. Un des 3 plus grands temples de Taipei à l'époque Qing. Tout à fait. Son histoire, c'est celle des premiers immigrants venus de la province du Fujian. Ils ont ramené avec eux une statue de leur dieu protecteur, Baosheng, le dieu de la médecine. Pour lutter contre les maladies, le paludisme. C'est ça. Mais la légende de sa fondation est assez curieuse. On parle des 2 ancêtres, Lao Tzu et Erzu. Ce sont 2 statues du même dieu, c'est bien ça. Oui, et la deuxième a eu un parcours pour le moins mouvementé. Racontez-nous. La première statue, la plus petite, Lao Tzu, elle arrive vite par la mer. Elle symbolise le besoin urgent, immédiat de protection des pionniers. D'accord. Mais la deuxième, qui est plus grande, Erzu, elle est prise dans une tempête. Elle doit débarquer beaucoup plus au sud et remonter lentement par la terre de village en village. Ce qu'on pourrait voir comme un mauvais présage, un échec. On pourrait, mais c'est tout le contraire. Ce voyage retardé, il symbolise quelque chose de bien plus profond. Ah oui, C'est la manière dont la foi s'est propagée et s'est enracinée dans la société taïwanaise. Chaque village traversé organisait des fêtes, des processions. Ce voyage a permis de tisser un lien communautaire bien au-delà des murs du temple. la foi est devenue un projet collectif. Voilà, c'est exactement ça. Ce temple est donc pas qu'un lieu de culte. Il a joué un rôle social beaucoup plus large, surtout pendant la période japonaise. Il est devenu un véritable centre civique de substitution. L'administration coloniale mettait en place ces institutions, mais le temple, lui, il comblait les vides. Comment ça? Il a servi d'école, par exemple. C'est l'ancêtre de l'école primaire d'Along actuelle. Ah, quand même. Et il a même accueilli des cérémonies officielles, ce qui est assez surprenant. Oui, en 1926 et 1927, avant même que le temple de Confucius de Taipei soit fini, c'est au temple Baoan qu'on a tenu les grandes cérémonies confuciennes. C'est fou. Et encore plus fort, pendant les grandes sécheresses de 1902 et 1943, c'est lui qui organisait les rituels de prière pour la pluie, une fonction vitale, quasi administrative. Le temple était donc à la fois école, centre cérémoniel et ministère de l'Agriculture. C'est un bon résumé. Une importance qui a été reconnue internationalement. Il a reçu un prix de l'UNESCO en 2003. Oui, pour sa restauration exemplaire. Le jury a salué l'équilibre parfait entre les techniques modernes et l'artisanat traditionnel. Il est devenu un cas d'école, un manuel vivant du patrimoine culturel. Jusqu'ici, on a parlé de magnat, de gouverneur, de divinité, des figures de pouvoir. Mais le rapport nous force à regarder l'autre face de la médaille. Une histoire beaucoup moins visible, oui. Celle des travailleuses du thé. Et c'est un point absolument crucial. Sans elles, il n'y aurait pas eu d'âge d'or du thé. C'est aussi simple que ça. Le chiffre qu'on trouve dans nos sources est vertigineux. Pendant la haute saison, près de 20 000 femmes, les trieuses de thé, travaillaient chaque jour à Dadaocheng. Chaque jour. Imaginez. Leur travail était essentiel. Elles étaient assises toute la journée sous les arcades des bâtiments, les tingaka, à trier les feuilles de thé à la main. Elles enlevaient les tiges, les impuretés. C'est ce travail de fourmi qui assurait la qualité du thé pour l'exportation. Et dans des conditions très difficiles, j'imagine. Extrêmement dur, oui. Des récits mentionnent qu'elles devaient trier une quantité fixe, un doux, ce qui fait environ 11,5 kg de thé, avant d'avoir le droit de rentrer chez elles. 11 kilos, c'est colossal. C'est énorme. Et quand on met ça en perspective, ça change complètement notre regard sur les magnifiques demeures baroques dont on parlait tout à l'heure. Ah bah oui. La richesse de Chen Tianlai, elle reposait directement sur le labeur de ces milliers de femmes, payées une misère. Le contraste est saisissant. En haut, dans les salons, on déguste du thé, on signe des contrats.
Et juste en dessous, au niveau de la rue, sous les arcades du même bâtiment, des femmes s'abîment les yeux et le dos pour une poignée de pièces. C'est le visage invisible de cette prospérité. Tout à fait. Et c'est une leçon sur la manière de lire l'histoire d'une ville. Il faut regarder au-delà des monuments et se demander qui a payé le prix de cette splendeur. Heureusement, ces histoires commencent à être racontées. Oui, il y a des parcours de visite guidés maintenant, comme les Women's Pathways, qui mettent ça en lumière. Et il y a un lieu à Dadaosheng qui, d'une certaine manière, incarne la suite de cet héritage économique féminin. Lequel? Le marché au tissu de Yongle. Quand l'industrie du thé a décliné, c'est le textile qui a pris le relais. Et ce marché, qui est encore très actif aujourd'hui, est largement animé par des artisanes, des couturières, une clientèle féminine. On peut y voir une sorte de filiation spirituelle. C'est ça, une autre forme d'économie portée par les femmes. Notre dernière histoire nous ramène à l'image la plus célèbre de Datong, les façades alignées de la rue d'Ijoua, les fameuses maisons-vérandas, les pailoku. La carte postale du quartier. Exactement. Mais leur apparence, en fait, est le résultat d'une contrainte. Absolument. Tout part du plan d'amélioration urbaine de l'administration japonaise. Pour moderniser la ville, il fallait élargir les rues Et donc, les propriétaires ont été obligés de démolir leurs devantures. et de reconstruire une nouvelle façade alignée sur la nouvelle route. Et ce qui est intéressant, c'est que si le gouvernement a imposé le cadre, il n'a pas imposé le style. Et c'est là que ça devient passionnant. Cette liberté a provoqué une véritable explosion de créativité. Les artisans locaux se sont emparés des styles occidentaux à la mode, comme le baroque, mais en les mélangeant avec des matériaux et des motifs locaux. C'est un formidable laboratoire d'architecture métissée. Complètement. Et quand on se promène dans la rue, on voit très clairement deux styles qui se succèdent. Le premier est très chargé, très ornemental. C'est la phase néo-baroque du début de la période japonaise. C'est ça. Elle reflète l'exubérance, la richesse des marchands de thé. C'est une architecture qui crie « j'ai réussi ». Mais ensuite, le style change radicalement. Tout devient beaucoup plus épuré, géométrique. On pourrait penser que c'est juste une mode qui passe du baroque au modernisme, mais la source nous dit que le déclencheur est beaucoup plus dramatique et qu'il vient de l'étranger. Ah oui, ouais, intéressant. Le tournant, c'est le grand tremblement de terre de Kanto à Tokyo en 1923. Une catastrophe. Une catastrophe qui a rasé des quartiers entiers de bâtiments en maçonnerie. L'info a circulé très vite et à Taipei, la réaction a été immédiate. La sécurité est devenue la priorité numéro 1. L'esthétique a donc cédé la place à l'ingénierie. Précisément. On a abandonné les moulures en stuc complexes et fragiles pour adopter massivement le béton armé. D'où ces façades beaucoup plus lisses. Exactement. Des façades lisses, souvent carrelées, avec des toits plats, des auvents horizontaux très fonctionnels. Cette transition, c'est pas qu'une question de goût, c'est une réponse pragmatique à un risque sismique. Ça montre à quel point Dadaosheng était déjà connecté aux grands enjeux techniques mondiaux. Tout à fait. Aujourd'hui, se promener dans la rue Huya, c'est donc lire un livre d'histoire de l'architecture à ciel ouvert. Et beaucoup de ces bâtiments ont trouvé une seconde vie. On pense à cette fameuse boutique Starbucks dans une maison centenaire. C'est la preuve que le patrimoine n'a pas à être un mausolée figé. Il peut être un organisme vivant qui respire, qui s'adapte aux besoins de son époque, tout en racontant son histoire. En rassemblant ces 5 histoires, on comprend que Dadaosheng est bien plus qu'une collection de beaux bâtiments. C'est un écosystème complexe où la géographie, l'argent, la foi, le travail, l'architecture, tout est lié. Et s'il y a une leçon à retenir, c'est peut-être la formidable résilience de ce quartier. C'est vrai. L'industrie du thé a périclité, mais l'esprit de Datong n'a pas disparu. Il s'est réinventé en s'appuyant sur son patrimoine culturel. Le prix de l'UNESCO pour le temple ou la revitalisation de la rue d'Irois, c'est la preuve que la culture est devenue le nouveau moteur économique. C'est un changement de paradigme complet. Oui. Et ça nous amène à une dernière réflexion, je pense, sur notre rôle quand on raconte ces histoires. Il est essentiel de montrer le tableau complet. Tout à fait. La splendeur de la résidence de Shen Tianlai est indissociable du labeur anonyme des 20 000 trieuses de thé qui travaillaient juste sous ses fenêtres. L'un ne peut pas être compris sans l'autre. Raconter l'histoire des puissants et celle des invisibles, en même temps. C'est une responsabilité. Et ça nous laisse avec une question à méditer, pour nous-mêmes. Quand on se promène dans nos propres villes, qu'on admire une belle façade haussmannienne ou un gratte-ciel étincelant, quelles sont les histoires qui se cachent derrière? Et qui sont les figures oubliées. Les travailleurs invisibles, dont les mains ont rendu cette splendeur possible. C'est une invitation à chercher, au-delà des monuments, les histoires humaines complètes qui font vraiment un lieu.